Axis dans l'entretien des avions, appareils en bout de course, les compagnies de charter prennent des risques pour préserver leurs bénéfices. Bonsoir. La Commission européenne vient d'adopter une liste noire où figurent une centaine de compagnies aériennes et la Suisse lui a emboîté le pas. Pour la première fois, des pays se sont donc entendus pour interdire tous leurs aéroports à des compagnies jugées dangereuses parce qu'elles braderaient la sécurité de leurs passagers. Mais quelle est la valeur réelle de ces listes noires? Offrent-elles vraiment une garantie suffisante? Jean-Jacques Fontaine et Michel Heiniger ont mené l'enquête. Ils ont suivi la piste de compagnies ayant connu de graves problèmes de sécurité l'an dernier. Ce faisant, ils ont été les témoins de contrôles de façade et même d'incroyables tours de passe-passe permettant de contourner les interdictions de vol. Mais rassurez-vous, la voie des airs reste toujours plus sûre que la route et la plupart des compagnies de charter respectent les consignes de sécurité. Mais comme vous allez le voir, la sécurité a un prix que les passagers doivent être prêts à payer. Toronto, Canada, 2 août 2005. Un Airbus d'Air France sort de la piste. Pas de victimes. Au large de la Sicile, 6 août 2005. Un ATR de Thun Inter s'abîme en mer. 13 morts. Athènes, 14 août 2005. Un Boeing d'Hélios percute le sol. 121 morts. Venezuela, frontière avec la Colombie, 16 août 2005. Un MD-80 de West Caribbean se crache, 152 morts. Sumatra, Indonésie, 5 septembre 2005. Un Boeing de Mandala Airlines s'écrase sur la ville de Medan. 117 morts dans l'avion, 47 à terre. Lagos, Nigeria, 22 octobre 2005. Un Boeing de Bellevue Airlines tombe, 117 morts. Port Harcourt, Nigeria, 10 décembre 2005. Un DC-9 de Sosoliso Airlines manque son atterrissage, 107 morts. Au total, les accidents d'avion ont fait 1454 victimes en 2005. On doit se faire à l'idée que selon la croissance du trafic aérien, il y aura un accident aérien toutes les semaines. L'an dernier, 417 millions de vacanciers se sont déplacés à travers l'Europe. Beaucoup d'entre eux pour des séjours balnéaires avec hôtels et vols charter inclus. Ah, ça c'était quand il s'était enterré. Papa et moi, j'ai avalé la mer. Oui, t'as avalé l'eau de mer. Regarde, ça c'est Grégory à l'aéroport. L'aventure a tourné au cauchemar pour Stefano Scarpetta et sa famille, qui habitent près de Genève. On avait pris ce vol en charter pour une raison de date. On a pris un last minute sur télétexte et ce sera plus jamais. C'est vrai que j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Le last minute en question est un séjour à Antalya au sud de la Turquie. Au retour, tout va mal. Le vol pour Zurich a 5 heures de retard à cause d'un problème technique. L'avion est un Airbus mis en service en 1981 et racheté par la compagnie turque Flyer en 2003. On a embarqué dans cet avion, à l'intérieur des sièges déchirés, 2 rangées avant nous, il manquait un siège. Bon, l'avion presque vide, on était peut-être 60 passagers, donc on a commencé à s'installer. Il y a un bruit qui a commencé, vraiment un bruit qui tapait comme des gros coups, boum, boum, boum. Tout le monde se dévisageait, tout le monde se regardait et on se demandait vraiment ce qui se passait. Là, on a décollé, on a fait 20 minutes de vol. Ils ont commencé à sortir des chariots de repas. Après 2 minutes, on a vu une hôtesse qui commençait à reprendre les plateaux. L'hôtesse est venue vers nous, nous a dit voilà, vous êtes la famille, vous êtes une famille. Puis tout ça dans un stress assez... on voyait que la personne était stressée. Il y avait un autre jeune, un steward, qui
qui était en train de transpirer. Donc, please group the family. Là, j'avais Luca qui était assis à côté de moi et Grégory qui était de l'autre côté. Les deux enfants ont commencé à paniquer, donc c'est parti en pleurs. On a senti l'avion qui a commencé à descendre assez rapidement. Aucune annonce que ce soit du copilote, du pilote. Et là, j'ai commencé à voir la terre, donc qu'on s'approchait de la terre. Et paf, on a touché le sol, l'avion s'est posé. Et là, boum, ils ouvrent la porte de l'avion. On entend le pilote qui nous annonce comme quoi on est arrivé à l'aéroport d'Istanbul, qu'on a un problème technique, qu'on doit réparer et qu'on en a pour 1 heure d'attente. Je vois un des mécaniciens qui se tenait à côté de l'entrée de l'appareil avec une cigarette à la bouche, avec les mains pleines de graisse. Et là, j'ai compris qu'on était tombé dans une compagnie au rabais et qu'il fallait absolument sortir de cet avion. Là, j'ai commencé à tambouriner sur la porte de la cabine et j'ai réussi à voir le copilote avec qui j'ai pu discuter un peu, insister sur le fait que je voulais vraiment descendre. Et après un petit moment, il m'a dit qu'effectivement, lui aussi avait des enfants, que lui aussi comprenait ma situation, qu'il aurait fait exactement la même chose à ma place. Aujourd'hui encore, Stefanos Scarpetta ne sait pas pourquoi son avion a dû faire un atterrissage impromptu à Istanbul. Nous sommes allés poser la question aux dirigeants de la compagnie Flyer, une compagnie privée fondée en 2002 qui possède une dizaine d'avions, pour la plupart assez anciens. C'est un aréopage de 3 personnes qui nous a reçus. Welcome. Okay. Good morning. Notre avion a décollé d'Antalya pour Zurich. Probablement que notre capitaine a rencontré un problème hydraulique en vol. Il a suivi la checklist qu'un pilote doit suivre dans ce cas, et cette checklist lui ordonnait d'atterrir. Il a décidé d'atterrir à Istanbul, parce que notre base principale et notre centre d'entretien se trouvent à Istanbul. La panne a été réparée et l'avion a repris son vol vers Zurich avec 2 heures de retard. Ce 16 juillet, l'Airbus de Flyer a en effet redécollé pour Zurich, mais sans Stefanos Scarpetta, qui est rentré, lui, avec une autre compagnie. On a payé plein pot, et voilà quoi, c'est un voyage qui m'a coûté, si je pense, entre l'hôtel, les vols Flyer, les retours suisses et tous les désagréments, m'a coûté le double de ce qu'il aurait dû me coûter. Je pense qu'on a facilement dépassé les 10 000 francs pour une semaine de vacances en Turquie. L'agence qui a vendu ce voyage à Stefanos Scarpetta envisage-t-elle de participer aux frais? Nous sommes allés lui poser la question. Malheureusement, chez Astra Voyage, on n'a pas voulu répondre à nos questions devant la caméra. Astra Voyage à Renan s'abrite derrière l'organisateur du vol, le tour opérateur Tempo Travel à Zurich. Mais à Zurich, impossible de trouver un interlocuteur. Tempo Travel a fait faillite en octobre dernier. Un mois après la mésaventure de Stefanos Scarpetta, ce même Airbus A300 de Flyer décolle de Paris-Orly pour Djerba. Nous sommes le 24 août 2005. Il est charté par une compagnie tunisienne. Dix minutes après, retour à Orly. C'est bien, moi je descends. Alors là, il est hors de question que je fasse la fête. Non, elle nous l'a dit, hein, la fille là-bas. Elle fout de la gueule, attends. C'est quoi ça? Merde, putain, mais foutez-le à la casse. Bon, alors pour vous tenir au courant, on avait eu une panne électrique, pas grave quand même. Je ne pourrais pas contrôler comme ça. Maintenant, la panne est résolue. Et on va partir dans un délai le plus bref possible. En fait, l'avion n'est pas reparti. Une majorité des passagers a refusé de continuer le vol. Le lendemain matin 25 août, contrôle surprise des inspecteurs de l'aviation civile française. Ils découvrent qu'à la panne électrique s'ajoute une série d'autres problèmes, dont 2 fuites de carburant.
Leur rapport est accablant. Négligence évidente dans la maintenance, l'avion est à nouveau immobilisé. Il repartira pour Djerba 2 jours plus tard, mais sans passagers. Le pilote, Peter Tiss, sera licencié par la compagnie Flyer avec effet immédiat pour être revenu à son point de départ. Si nous parlons d'un avion spécifique, de l'Airbus A300, il y a 3 générateurs. 2 sont situés sur les moteurs. Le dernier est un générateur de rechange, l'APU. Si l'un d'eux seulement ne fonctionne pas, l'avion peut voler. Donc, à partir des directives que nous avons publiées, on peut dire qu'il devait voler. Si je peux m'exprimer ainsi de façon simple et brève. Donc, vous estimez que M. Tiss a pris trop de précautions en décidant de retourner à Paris? Nous affirmons que la décision de retourner à Paris est une décision personnelle prise par le capitaine. Ce n'est pas un choix fait d'après nos règles de base. Nous avons retrouvé Peter Tiss en Grèce, où il réside aujourd'hui. Il est titulaire d'une licence de pilote belge et est commandant de bord depuis 9 ans. À son actif, 9000 heures de vol, dont la moitié sur Airbus A300. Je suis sans travail parce que je suis licencié. Le 26 août, la compagnie Flyer m'a licencié. Et pourquoi est-ce que vous ne retrouvez pas un emploi après cette aventure? Il faut dire que l'avion que je vole, l'A300B4 ou le B2, c'est un avion assez ancien. Et ce type d'appareil n'est pas plus en Europe. Les pilotes qui volent dessus, on joue surtout sur les contrats. Les contrats à gauche et à droite, dans le monde, 2-3 mois, pendant les vacances. Alors, et on vit un peu comme ça pour trouver notre contrat. En fait, Peter Tiss, c'est un mercenaire de l'aviation commerciale. Il est donc parfois amené à prendre certains risques. Aussi chez lui, avant chaque envol, l'inquiétude est perceptible. I know he's very good pilot, but I worry always for the planes. Because I have the impression that these companies, they lie. When they say, yesterday we make maintenance, it's a big lie. And it's proven at Orly. Le 24 août dernier, 5 minutes après le décollage, j'ai eu une panne électrique qui n'était pas réparable ou resettable en vol. Et parmi les autres paramètres, j'ai décidé de rentrer vers Orly. J'ai fait pas un atterrissage de secours, j'ai fait un atterrissage de précaution. Quelle était en fait la panne exactement? En fait, la panne, c'était la génératrice du moteur numéro 1 qui fournit de l'électricité pour l'avion. On en a 2, on en a même 3 à bord. Mais il me faut un minimum de 2 pour continuer à vol. Parce que si je perds l'autre, je ne peux pas continuer à vol. Mais alors, si vous en aviez 3, il vous en restait 2, donc? Oui, il me restait 2. C'est-à-dire, j'avais une deuxième qui s'appelait APU, ce petit moteur dans le queue de l'avion, qui j'ai démarré tout de suite. Mais cette machine n'était pas du tout fiable. L'EPU, c'est quoi exactement? Démonstration chez SR Technics à Zurich. Il s'agit d'un petit générateur auxiliaire logé dans la queue de l'avion qui alimente l'appareil en air et en électricité lorsqu'il est au sol. C'est donc un générateur d'appoint qui n'est pas utilisé en vol, sauf cas d'urgence. Peter Tiss affirme que sur son avion, cet EPU fonctionnait mal depuis un certain temps. Tiens donc, rappelez-vous Stefano Scarpetta. Il parlait de bruits bizarres dans ce même avion 1 mois plus tôt à Antalya. Il y a un bruit qui a commencé, vraiment un bruit qui tapait comme des gros coups, boum, boum, boum. Ça venait de l'arrière de l'avion. Visiblement, ces problèmes venaient d'avant. Apparemment, ça venait, oui, bien d'avant. Mais moi, je n'avais pas un historique de cet avion. Il n'y a personne qui m'a donné ces informations. Dans les logbooks, dans les tech logs de l'avion, ils n'avaient aucune remarque. Comment un pilote connaît-il l'état de son avion?
Retour à Zurich auprès de notre appareil de démonstration. Cette fois, nous sommes sur la piste avec le commandant de bord. Il a deux moyens de contrôle, l'examen visuel avant en vol et les annotations qui sont portées dans le livret technique de l'avion. L'état technique de l'avion est enregistré dans ce document, c'est le Aircraft Maintenance Log. Tout l'état de l'avion est enregistré là-dedans. Ici, ça c'est le Hot Item List, donc c'est les éléments qui pourraient ne pas fonctionner dans l'avion, mais qui n'ont pas été remédiés de façon immédiate, soit parce que les pièces n'étaient pas disponibles, soit parce que le temps qu'il faudrait pour remédier à la situation n'était pas disponible également. Donc on voit que nous avons une entrée ici qui n'a pas été réglée, les autres ont déjà été remédiés, et ceci nous donne la classification, c'est dans la classe Charlie, ça veut dire que ce problème doit être remédié dans un intervalle de 10 jours ou bien 140 heures. La date à laquelle ça a été rentré et la date à laquelle cela doit être remédié. Donc au plus tard, le 13 de ce mois, ce problème doit être remédié. Voilà. Le problème avec Flyer, c'était que tout le techlock était vierge. Alors moi, je ne pourrais pas voir s'il y avait une panne avant. Moi, j'ai appris tout de ma propre manière parce que j'ai volé pendant l'avion. Mais la culture, de nouveau, excusez-moi que dont je parle, on n'écrit pas les choses dans le techlock. On les fait verbalement. Et là, c'est les mécanos qui vont les corriger et dire verbalement, oui, mais tu peux aller, on a arrangé tout ça. Les problèmes de Flyer ne s'arrêtent pas là en cet été 2005. Le 28 août, soit 4 jours après l'épisode d'Orly, c'est à Paris-Roissy que la direction de l'aviation civile bloque un deuxième Airbus de Flyer, à cause d'un pneu lisse et d'une fuite de carburant. Et on apprendra encore que fin juin déjà, un autre Airbus A300 de Flyer a brûlé un réacteur à Amsterdam. Ce même avion fait un atterrissage d'urgence le 18 août à Budapest, suite à une panne du même réacteur. On peut vraiment parler de malchance sur ce vol. Le moteur qui a eu une panne est un moteur que nous avons eu provisoirement. C'est un moteur de location. Ça peut arriver à n'importe quel moteur, mais c'est arrivé à ce moteur de location. Pendant le vol, il est tombé en panne. C'est une chose qui arrive en aéronautique et il y a des procédures pour faire face à cela. Notre capitaine a fait le nécessaire, il a fait atterrir l'avion en toute sécurité à l'aéroport de Budapest avec un seul moteur. Aujourd'hui, l'avion de Péter Tiss est au sol à Istanbul, désarmé, en bout de course. Il est utilisé pour les pièces de rechange. L'Airbus au réacteur défaillant, lui, a changé de livrée. Durant l'hiver, il transporte des pèlerins vers la Mecque pour le compte de Saudi Arabian Airlines. On pourrait le revoir dans le ciel européen à l'été 2006. Malgré cette succession d'incidents, la compagnie Flyer ne figure sur aucune liste noire, ni suisse, ni européenne. Nous sommes allés à Berne demander pourquoi à l'Office fédéral de l'aviation civile. Cette compagnie Flyer, on l'a inspectée à plusieurs reprises, vu les problèmes que cette compagnie a connus dans des autres pays. Et dans ces inspections SAFA qu'on a fait, on a vu que cette compagnie remplit les exigences et c'est pour ça qu'elle n'est pas interdite. Les contrôles SAFA sont des contrôles surprises effectués ponctuellement sur tous les aéroports européens. C'est la pierre angulaire de la surveillance exercée par les autorités aériennes. Nous en avons accompagné un sur l'aéroport de Zurich. Les 3 inspecteurs doivent effectuer leur contrôle durant le temps d'escale de l'avion afin de ne pas retarder son décollage, soit au maximum 50 minutes. C'est court pour tout examiner. L'avion inspecté vole pour la compagnie allemande Air Berlin. Il est immatriculé en Espagne et, surprise, l'équipage parle suisse-allemand. Ich habe schon mal gehabt, Lizenz schauen dran. Ja, also ich würde jetzt hier im Cockpit bleiben und hatte noch 2, 3 Fragen zu technischen Sachen. Okay. En fait, c'est un appareil basé à Zurich qui fait des allers-retours vers les Baléares pour convoyer des touristes du nord de la Suisse et du sud de l'Allemagne. En cabine, on procède à l'examen méticuleux des équipements de sécurité, des coffres à bagages et des gilets de sauvetage.
Chaque élément contrôlé est reporté sur une liste standard commune à tous les contrôleurs SAFA en Europe. À l'extérieur, l'examen est surtout visuel. Pneus, train d'atterrissage, fuite éventuelle d'huile ou de carburant. Mais impossible de faire par exemple des essais de moteur, le temps est trop court. Il y a eu 5450 contrôles en Europe en 2005 pour 9,5 millions de mouvements d'avions, soit un avion inspecté sur 1750. C'est peu, même si c'est 2 fois plus qu'au lancement des contrôles SAFA il y a 5 ans. En Suisse, on a fait beaucoup pour rendre l'autorité de surveillance dans l'aviation civile plus efficace. On a reçu 60 postes supplémentaires. On a changé notre système de surveiller l'aviation civile suisse. On a implanté un nouveau système de safety and risk management. Tout ce qu'on investit dans le domaine d'augmenter, d'optimiser la sécurité aérienne a comme but de réduire les accidents. Et si vous regardez le développement des accidents et aussi des fatalités dans le domaine de l'aviation civile, on voit qu'on a un fort abaissement des accidents. Au bureau d'enquête sur les accidents d'avion, on est plus nuancé. Il faut dire qu'ici, on étudie toutes les anomalies qui pourraient potentiellement conduire à un crash. Il faut savoir que l'accident est souvent la pointe de l'iceberg, dans le sens qu'il y a eu des dysfonctionnements qui ont déjà eu lieu, mais peut-être par chance ou parce qu'il y a quelque chose qui a encore vite fonctionné à la fin, on a pu éviter l'accident. Donc notre théorie est de dire de tous les incidents, de tous les dysfonctionnements, on devrait essayer de tirer des leçons. Une autre compagnie a connu des incidents au cours de l'été 2005. La compagnie Onur Air, qui est la plus grande compagnie privée turque. Elle possède 40 avions. Elle a été interdite de vol pendant 12 jours en Suisse, en Hollande, en Allemagne et en France, en mai dernier. Le problème était une certaine systématique de problèmes qu'on a constatés partout. Et le deuxième élément, c'était le comportement de la compagnie en relation de lever ces problèmes. Et ça a créé cette décision. Cette sanction est contestée avec véhémence par le vice-directeur d'Onur Air que nous avons rencontré à Istanbul. Quand nous les avons interrogés, la France et la Suisse nous ont répondu qu'ils avaient pris leur décision à partir d'informations données par leurs collègues des pays de l'Union européenne. Mais quand nous leur avons demandé quelles étaient leurs raisons, nous n'avons reçu aucune réponse. Si l'on se réfère au rapport des autorités de l'aviation civile, 4458 contrôles ont été effectués en Europe sur des transporteurs venant du monde entier pendant la période que vous mentionnez. En ce qui concerne Onur Air, nous avons subi 458 de ces contrôles. Ce ne sont plus des contrôles pour contrôler, ce sont des contrôles pour trouver des fautes. Même indignation à la direction turque de l'aviation civile. Aucun avion d'aucune compagnie au monde n'a été autant contrôlé que les avions appartenant à la flotte d'Onur Air. Alors forcément, ils ont trouvé des choses. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien à trouver, que cette entreprise était absolument propre à 100%. Mais ce qu'ils ont découvert était à un niveau admissible. On peut trouver les mêmes choses sur des avions d'autres opérateurs. Nous estimons que rien de ce qui a été trouvé n'est assez sérieux pour causer un accident ou mettre la sécurité d'un vol en danger. La querelle n'est pas tranchée. Onur Air a porté l'affaire en justice. Mais durant la période où elle était interdite de vol dans une partie du ciel européen, la compagnie a tout de même eu de drôles de pratiques. Aucun avion Onur Air n'est allé en Hollande, en Suisse, en France ou en Allemagne?
Pendant ces 12 jours, aucun avion n'y est allé. Nous n'avons pas volé dans ces 4 pays pendant ce laps de temps. Ce n'est pas vrai et nous pouvons le prouver, car un avion, cela ne passe pas inaperçu. C'est peut-être même la chose qui est la plus photographiée au monde, car sur tous les aéroports de la planète, des amateurs passionnés, les spotters, mitraillent tout ce qui vole. Leurs clichés, publiés sur l'Internet, permettent de faire d'intéressantes découvertes. J'ai par exemple le même avion sous plusieurs livrées différentes ou avec une livrée similaire mais avec des types de compagnies différentes puisque les compagnies s'échangent entre guillemets les avions, se les louent, enfin il y a une variation qui est souvent intéressante. Le 21 mai dernier, un de ces spotters a surpris cet avion à Zurich. Nous sommes en pleine période d'interdiction d'honoraires. Cet Airbus A300 vole pour Saga Airlines, une compagnie propriétaire de 2 avions qu'elle loue à Dover. En fait, comme on le voit sur cette photo prise 2 mois plus tôt, il s'agit d'un avion d'honoraires. Durant l'interdiction, le sigle de la compagnie disparaît et l'appareil vole en toute impunité dans les 4 pays qui ont interdit la flotte d'honoraires. Après la levée de l'interdiction, il retrouve sa livrée d'origine. C'est dans cet habillage que nous l'avons filmé à Istanbul fin 2005. Décodage de ces étranges métamorphoses, le vice-directeur d'Honoraires. L'avion dont vous parlez est un avion que nous avons loué à une autre firme, avec son équipage. Nous n'avons jamais volé dans aucun de ces pays en modifiant les inscriptions. Chaque avion a sa propre immatriculation. Mais pour qui cet avion volait-il? Est-ce qu'il volait pour remplacer un vol honoraire ou pour une autre compagnie? Il a volé sous le nom de Saga Airlines. Il n'a pas volé pour honoraire. Si vous examinez les autorisations données par Jet Aviation et l'aéroport de Zurich, vous verrez qu'elles sont au nom de Saga, parce qu'Honoraire n'avait pas l'autorisation de voler en son propre nom. Mais c'est un vol qui remplaçait un vol honoraire ou pas? Oui, c'est un vol effectué à la place d'un vol honoraire pour amener les voyageurs. C'était un avion affrété par honoraire, affrété par d'une autre compagnie. Et ça, c'est une procédure qui est légale. Chaque compagnie peut affréter un avion d'une autre compagnie sous condition qu'on donne l'autorisation pour cet affrétage. Ok. Il est donc légal de contourner sciemment une interdiction de vol. Les passagers apprécieront. Honoraire paraît d'ailleurs avoir recouru largement à ce procédé. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal hollandais Telegraph du 3 mai 2005. La compagnie de charter turque Onur Air a utilisé pour des vols vers la Hollande au moins 2 avions dangereux, enregistrés au Kyrgyzstan et au Sierra Leone. La compagnie restera sous contrôle renforcé tant que la sécurité ne sera pas garantie. Cette manière de faire serait une des raisons qui justifie la mesure d'interdiction prise par les Pays-Bas contre Honoraire. Depuis, la compagnie n'est plus en odeur de sainteté parmi les voyageurs. Coup de sonde à Antalya, auprès de touristes en provenance d'Autriche et d'Allemagne. Ich bin nie bewusst gemacht, dass da die Linie irgendwie aus dem Verkehr gezogen wurde oder aus dem Flugverkehr in Anführungsstrichen. Insofern habe ich Glück gehabt. Das haben wir schon gehört, dass das nicht sehr sicher ist. Das sind so derartig alte Flugzeuge, die wo wirklich jederzeit was sein kann. Und bei Flugzeugen muss man schon ein bisschen aufpassen. Sicherste Verkehrsmittel der Welt, aber vorsichtig. Naja, schauen Sie, im Prinzip, wenn man bucht, weiß man ja nie, welche Gesellschaft das ist. Das ist einmal das Erste. Ja? Das sieht man ja erst dann, wenn man, oder man sieht das erst, wenn man eincheckt. Dann sieht man erst, wer die Gesellschaft, oder wenn man die Tickets bekommt. Ja? Und dann sich zu überlegen, glaube ich, das ist meistens zu spät, glaube ich, ja. Cette défiance s'est aussi manifestée en Suisse romande. La saison dernière, c'est Sonorian à Lausanne qui a assuré la plupart des vols d'Honoraire entre Genève et Antalya. Sonorian a pâti de l'interdiction d'Honoraire. Pendant tout l'été, nous avons eu des appels parce qu'on avait commencé les réservations en fait depuis le mois de février. Et sur un tiers de remplissage était fait déjà. Et par la suite, on a continué aussi les réservations pendant l'été.
Et quelques annulations et beaucoup de téléphones évidemment pour savoir ce qui se passe et pour donner la confiance à nos clients, c'est qu'on dit en fait s'il y a une autorisation de vol depuis la Suisse, il faut accepter. Vous allez encore voler avec honoraires pour l'été 2006? Alors donc ça c'est une autre psychologie je dirais maintenant parce qu'il y a une psychologie chez les clients qui est établie actuellement et évidemment nous sommes une voyagiste qui regarde l'intérêt de notre société. Alors donc l'été prochain on va voler avec Pegasus et Turkish Airlines. Car il n'est pas question de délaisser Antalya. C'est une vache à lait pour le tourisme en Turquie. Il y a 10 ans, l'endroit était pratiquement désert. Aujourd'hui, les hôtels de luxe poussent comme des champignons. Architecture style carton-pâte, ambiance de conte de fées en cinémascope. Débarquement d'un groupe de touristes romans qui viennent s'offrir hors saison un séjour dans un 5 étoiles avec demi-pension. De quoi combler leurs plus beaux rêves. Jean-Claude et Daniel Quetevet sont des retraités neuchâtelois. Ils voyagent plusieurs fois par an, au gré des meilleures occasions. C'est super. Super. C'est génial. Toi, le petit, moi, le grand. C'est magnifique. Les lumières, la vue. C'est un dépaysement. Je vois pas la mer, mais c'est pas grave, parce que j'ai devant moi quelque chose de beau. Je regrette pas mon argent, je regrette pas mon voyage. Ça vous a coûté combien en fait ce séjour? Oh, 1000 francs, 1000 et des poussières, 1030 ou par là autour exactement. Pour 2 personnes? Pour 2 personnes, pour la semaine complète, avec, il y a un voyage de 2 jours, une excursion de 2 jours et une excursion aussi au bazar. La Turquie, c'est financièrement très attractif. Témoin ces 3 encarts publicitaires parus le même jour dans un hebdomadaire roman. Une semaine à Antalya, c'est 2 fois moins cher qu'une semaine ailleurs en Méditerranée. Comment les compagnies aériennes s'en sortent-elles à ce tarif? Pour la compagnie aérienne, en fait, pendant l'hiver, les prix sont différents. C'est environ 200 francs et pendant l'été, 290 francs pour 5 heures et demie de vol. Par personne? Par personne, si on peut dire par siège, oui. Donc, 42 francs par siège et par heure en moyenne sur l'année. Un prix qui permet encore d'assurer un vol en toute sécurité? Nous l'avons vérifié auprès de Beat Scher, directeur d'une compagnie de charter helvétique qui base toute sa publicité sur la sûreté de ses vols. Avec lui, nous avons effectué un Zurich-Las Palmas. Mesdames et messieurs, votre commandant, quelques informations sur notre vol. Nous allons passer sur Lyon, puis le Massif central en direction de Toulouse et Tarbes. Nous passerons plus tard les... Le vol entre la Suisse et les Canaries dure 4 heures. Il est vendu 600 francs l'aller-retour. Qu'est-ce qui revient au transporteur? Nous sommes aussi sous cette pression des prix. Alors nous, on doit aussi tout faire pour travailler économiquement. Un avion comme le Boeing 757-200 coûte environ 10 000 francs, tout inclus par heure. Petit calcul. 10 000 francs divisé par les 200 places de l'avion, cela fait un coût horaire de 50 francs par siège, et non pas de 42 francs comme chez Honoraires. On peut peut-être encore diminuer quelques pourcents, mais il y a une limite où ça ne marche plus. Quand on réduit les coûts, ça influence négativement la sécurité, c'est tout à fait clair. Alors si on vole 15% moins cher chez Honoraires, est-ce parce qu'on rogne sur l'entretien des avions? Dans le domaine de la maintenance, Turkish Technic représente la référence pour tous ceux qui volent dans le ciel turc. Les appareils viennent ici à Istanbul pour subir une série de contrôles détaillés après un certain nombre d'heures de vol. C'est une exigence du constructeur
et elle doit être respectée à la lettre par les compagnies aériennes, un peu comme les services périodiques sur une voiture. Le jour de notre tournage, nous n'avons pas vu d'avion honoraire dans ces hangars. Auparavant, nous avons entretenu des avions d'Honorair. Mais ces derniers temps, non, on ne l'a pas fait. En 2005, seul un avion d'Honorair a été révisé ici. Officiellement, la compagnie fait faire ses checks dans d'autres pays en Europe. Mais chez les mécaniciens de base, on nous donne une version un peu différente. Depuis cette année, nous avons un accord. Tous les checks des Airbus A320 et A321 sont faits à l'extérieur, en Jordanie. La Jordanie qui n'est pas liée par les accords entre pays européens concernant les normes d'entretien. Le personnel d'Honorair assure cependant la maintenance courante des avions sur le tarmac, celle qui se fait entre chaque atterrissage et chaque décollage. C'est là que sont remplacés les pneus usés et les joints défectueux. Et sur ce plan, les contrôles effectués pendant l'été 2005 ont mis à jour des lacunes. Pendant la saison d'été, nous manquons de personnel. Nous ne pouvons rien faire d'autre que les travaux nécessaires à la réception et au renvoi de l'avion. Cela n'est pas suffisant pour l'entretien. Zurich, 30 août 2005. Un nouvel A300 d'Honorair est bloqué suite à une inspection surprise. Fuite hydraulique. C'est un avion qui avait été mis en service il y a 30 ans chez South African Airways et qui effectuait sa dernière saison. On l'a retrouvé parqué sur l'aéroport d'Istanbul, bon pour la casse. Ils ont vu des fuites de liquide sur le train d'atterrissage, des traces de liquide hydraulique. Elles étaient dans des limites acceptables, mais ils ont quand même bloqué le vol. Nous avons envoyé une équipe technique qui a constaté que c'était bien dans les limites tolérées, mais ils ont demandé une autorisation de vol écrite de l'aviation civile turque. Une fois la lettre en main, ils ont autorisé le vol. Avec Honorair, ils ont commencé à chercher des problèmes partout. La moindre tache, la moindre trace d'huile, et même de la saleté déposée après la pluie, tout a été prétexte à chercher quelque chose. Bien sûr, inspecter tous les avions d'un exploitant à 100%, cela permet de prendre des mesures pour améliorer la sécurité en vol, mais cela crée aussi à l'intérieur du cockpit une situation de stress anormale liée au contrôle SAFA. Cela perturbe l'équilibre psychologique des pilotes et cela augmente le risque qu'ils ne fassent pas correctement leur travail. Des contrôles SAFA, la Turquie en effectue aussi. On nous en a fait la démonstration. En 2005 d'ailleurs, 2 avions ont été bloqués par les inspecteurs turcs sur l'aéroport d'Antalya. Comme par hasard, des avions hollandais. On se souvient que les Pays-Bas ont été les premiers à interdire les vols d'Honorair. Ce jour-là, c'est un avion d'Honorair justement que contrôlent les inspecteurs. Un avion turc donc. Or, SAFA en français, cela veut dire Programme d'évaluation de la sécurité des avions étrangers. Alors pourquoi les inspecteurs de l'aviation civile turque procèdent-ils en notre présence au contrôle d'un avion turc? Peut-être pour nous convaincre qu'Honorair est une bonne compagnie. There's just small defects and missing screw, like missing screw or water leak under the switch, but within limits. But everything is inside limits. Or yeah, sure. Landing gear. Down. Shake right. Nice and good. Speed quick. Arm. Arm. Flaps. Steady. Landing checklist completed. We're clear to land. Ok. 2 blanches, 2 rouges. La défaillance humaine, c'est la cause majeure des accidents d'avion. Même s'il y a eu, disons, une panne technique, en principe, les équipages devraient pouvoir y faire face. Bon, il restera encore des autres accidents, le terrorisme, comme ça, donc ça, on ne peut pas en tirer des enseignements. Mais
Facteur humain, cause humaine, pourquoi en fait les hommes se trompent plus particulièrement en avion qu'ailleurs ou bien? Non, mais l'erreur, elle est plus grave, elle prend une tournure beaucoup plus grave en avion qu'ailleurs. C'est pour ça que les équipages doivent suivre une excellente formation et un suivi de la formation continue. Ouais, tu disais le taux le fuel, donc correct, 4.9, temps de passage correct, le total ça joue à 200 kg de plus. Tout le travail est codifié, nous savons exactement dans toutes les circonstances ce que nous devons faire et ce que le collègue est censé faire. C'est pour ça que nous prenons des cours une fois par année de CRM. CRM, ça veut dire quoi? C'est Crew Resource Management. Donc nous entraînons, si vous voulez, c'est l'entraînement du comportement, l'analyse du comportement. Alors ces comportements peuvent être dans des situations tout à fait normales, comment est-ce que nous communiquons ensemble, mais ça peut être aussi dans des situations plus délicates, dans des situations d'urgence, la façon de communiquer dans des situations difficiles. Ça c'est une chose capitale et ça nous l'entraînons dans les cours de CRM. Maintenant on parle beaucoup du CRM, alors le management dans le poste, entre les deux pilotes. En Europe, on a bien entraîné pour faire ça, même en utilisant les mêmes mots, pour pas avoir des difficultés entre interprétation des mots. Mais là, ça devient un peu difficile avec, avec des pays pareils. Avant de piloter pour Flyer un charter turc entre l'Europe et la Tunisie, Peter Tiss a volé pour plusieurs compagnies en Afrique noire, en Égypte et au Soudan. Il y a toujours la barrière du langue. C'est un peu dur à expliquer ce qu'on veut, c'est dur à comprendre, c'est dur à savoir ce que l'autre veut. Parce que... mais tout le monde parle anglais dans le cockpit quand même. Ah, pas forcément, non. Il y a des cas qu'il y a des gens qui parlent pas l'anglais. Vous vous êtes trouvé avec soit un copilote, soit un mécanicien qui ne parlait pas anglais dans le cockpit? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben là, heureusement, on est à 3, il y a un deuxième qui peut peut-être dire que le troisième veut dire. Oui, c'est un peu compliqué. En général, on s'en sort bien, mais ça peut poser des problèmes sérieux dès qu'on a une panne, parce que là, il faut faire vite, là, on n'a pas le temps de traduire tout ce qu'on dit, il faut juger, il faut voler, et tout doit être bien compris de tous les membres du poste en même temps, et ça devient un peu dramatique, oui. Silence the bell, force to climb, gears up and cover power if necessary. At 400, I'll call the primary... Les compagnies de charter turques recourent largement à des pilotes étrangers. Dans les 2 avions de Nourair que nous avons été autorisés à visiter, nous avons rencontré un commandant de bord turc, un pilote allemand et un copilote français. Vous n'êtes jamais tombé sur un capitaine qui avait des difficultés en anglais, par exemple? Disons qu'il y a un minimum à avoir, et ça on l'a quand on a une licence JAROPS ou quand on exploite une licence JAROPS, il faut un minimum en anglais. Donc logiquement tout le monde parle un standard anglais aéronautique. Et quelle idée à titre personnel de venir travailler pour une compagnie turque? Vous n'aviez pas assez de travail en France ou bien? Alors le travail en France c'est non. Pour être honnête, sortant de l'école, ayant une licence basique sans expérience, j'intéressais personne. D'autres compagnies qui se formaient avec plus d'argent, plus de moyens, ont préféré me donner une chance, me tester et me prendre après interview et puis donc test au simulateur. Nous n'avons pas assez de pilotes formés dans notre pays pour faire face à nos besoins. Alors il est vrai que pour cette raison, nous engageons des pilotes à l'étranger. Mais je voudrais m'exprimer de façon extrêmement claire à ce sujet. Nous n'engageons pas des pilotes de n'importe quelle partie du monde. Nous ne délivrons une autorisation de travail chez nous qu'à des pilotes ayant une licence certifiée par les pays européens qui ont signé les accords de reconnaissance mutuelle entre les différentes autorités de l'aviation civile. Les compagnies de charter turques écument le marché touristique européen grâce au prix cassé qu'elles pratiquent, d'où une croissance souvent trop rapide et mal maîtrisée. Elles manquent ainsi à la fois de pilotes et d'avions.
Lorsque vous achetez un séjour de vacances pour la Turquie ou pour ailleurs, l'agent de voyage à qui vous vous adressez n'est que le dernier maillon de la chaîne. Entre lui et la compagnie aérienne, il y a des intermédiaires comme Youssef Ammar. Ce sont les affréteurs. Leur rôle est d'acheter les places dans les avions pour le compte des tours opérateurs. Ainsi, en 2005, Youssef Ammar a affrété tous les vols d'Honourair entre Genève et Antalya. Sa responsabilité est donc largement engagée quand on parle de sécurité en vol. Les autorités de la Suisse, et en l'occurrence l'OFAC, donnent pas automatiquement, préalablement son accord sur le type d'avion et sur la compagnie retenue. Par conséquent, à partir du moment où il y a ces deux autorisations, nous considérons une certitude totale de la sécurité et de la fiabilité des avions qui sont utilisés par les passagers. Genève-Cointrin, arrivée du vol en provenance de Djerba, un vol opéré par la compagnie charter tunisienne Nouvelle Air. Beaucoup de touristes romans en partance pour la Tunisie ont voyagé avec cette compagnie l'an dernier. Une bonne partie des clients du Club Méditerranée notamment. Youssef Ammar est aussi l'affréteur des vols Nouvelle Air entre la Suisse et la Tunisie. Il a invité le directeur de la compagnie à venir spécialement de Tunis pour nous rencontrer et nous vanter sa flotte toute neuve et bien briquée. Tout ce qui concerne la sécurité est d'abord donné par le constructeur et notamment Airbus pour notre cas. Nous avons 12 Airbus, 10 Airbus A320 et 2 Airbus A321. Et tous nos vols sont assurés par notre propre flotte. Ce n'est pas vrai. Le 15 juillet 2005, c'est un Airbus d'une autre compagnie tunisienne, Tuninter, qui assure le vol Genève-Djerba. Nous avons eu recours à cet avion pour assurer quelques vols. Cette compagnie a été auditée par nos services et a fait l'objet d'une demande auprès des autorités d'aviation civile suisses pour opérer, et nous avons eu l'accord pour opérer avec cet avion-là. Est-ce que vous étiez au courant qu'une partie de ces vols ont été faits par une autre compagnie tunisienne qui s'appelle Tuninter? Tout à fait. Nous avons notre programme qui est défini avec la compagnie et nous avons eu pour une période, la super pointe, un avion supplémentaire qui était affrété auprès d'une autre compagnie étrangère. On se souvient que Tuninter a fait la une de l'actualité début août lorsqu'un autre de ses avions, un ATR-72, s'est abîmé en mer au large de la Sicile. Le 25 septembre 2005, on retrouve l'Airbus Tuninter à Genève, mais sans plus aucun signe distinctif. Cette fois, il vole pour la compagnie libyenne Afrikia. Sous ses différentes livrées, cet avion s'est posé une douzaine de fois à Cointrin durant l'été 2005. Et en examinant son immatriculation, on découvre qu'il s'agit d'un avion arménien. Pour le passager, il y a là une cascade un peu compliquée. Il s'adresse à un agent de voyage, lequel s'adresse à vous comme affréteur. Vous vous adressez à une compagnie tunisienne qui s'appelle Nouvelle Air, qui affrète un avion d'une autre compagnie tunisienne qui s'appelle Tuninter, qui est un avion arménien. Ça fait quand même beaucoup d'intermédiaires. Je comprends et je partage tout à fait l'inquiétude qui peuvent être posées par les clients, mais c'est psychique, c'est psychologique. Je ne peux pas dire que c'est pas fondé et je me mets à la place des passagers. C'est accidentel et c'est une conjoncture très particulière que nous avons vécue l'été dernier. Et Dieu merci, nous avons toutes les garanties de la fiabilité, de la sécurité de cet avion-là. Que pense de toute cette gymnastique l'ancien directeur de l'aéroport international de Genève? À l'époque des faits, Jean-Pierre Jobin était encore en fonction. On arrive avec des avions immatriculés dans certains pays, pilotés par des équipages avec des qualifications d'autres pays, exécutant des vols pour leur propre compte ou en sous-traitance pour le compte d'autres compagnies aériennes. Et alors avec ces pavillons, presque dire de complaisance, ça commence à ressembler un petit peu à ce qu'on voit dans le trafic maritime, non?
Alors on peut en effet s'en inquiéter, et donc c'est une évolution qui n'est certainement pas saine pour le transport aérien, et donc les autorités des pays en Europe, l'Union européenne, met en place maintenant des dispositifs de contrôle, des dispositifs, je dirais, d'alerte du voyageur, passager, consommateur. Retour à Berne auprès du directeur de l'Office fédéral de l'aviation civile. On a décidé en Suisse de mettre en place un système pour avoir la transparence pour les passagers, afin qu'ils sachent avant le départ quelle est la compagnie aérienne qui va voler. Mais j'aimerais quand même encore dire que le passager suisse peut partir de l'idée, quand il part avec un avion de la Suisse, que cet avion, respectivement la compagnie aérienne, est sûr. Autrement, cette compagnie n'aurait pas d'autorisation pour venir en Suisse. Elle serait donc sur liste noire. Mais en 2005, seules 2 compagnies figuraient sur la liste noire helvétique. Cela a-t-il un sens? Moi, je suis content qu'on a seulement 2 compagnies sur la liste noire suisse, parce que ça prouve qu'on maîtrise bien le contrôle des compagnies aériennes qui demandent une autorisation pour venir en Suisse. Pourtant, cette liste noire est dépassée. Les 2 compagnies qu'elle mentionne n'existent plus. Flash Airlines, par exemple, a cessé toute activité après l'accident de Sharm el-Sheikh en janvier 2004. Il est vrai que depuis fin mars, notre pays applique la nouvelle liste noire européenne. Mais aucune des compagnies responsables des crashs de l'an dernier n'y figure, et aucune des 93 compagnies qu'elle mentionne ne dessert la Suisse. Un peu léger. Le fait d'être sur ces listes résulte de contrôles qui sont faits et qui sont faits souvent par sondage. Donc c'est pas un contrôle systématique de tous les avions étrangers fréquentant notre aéroport. Ces contrôles ne sont pas faits de manière systématique. Donc il y a dans le système forcément quelques trous et probablement que certaines compagnies exploitent ces trous. $50, $40, $30, $20, $10. Aux dernières nouvelles, Honourair continuera à desservir la Turquie depuis Genève. Mais comme le souligne le FAC, la compagnie turque a suivi un plan d'action visant à assurer la sécurité de ses appareils. Autre destination où se rendent les charters, la Tunisie. L'automne dernier, nous consacrions un reportage critique au régime de Ben Ali. Or, nous venons d'apprendre que des personnes qui ont eu le courage de témoigner le paient aujourd'hui au prix fort. Samia Abou, épouse d'un avocat condamné à 3 ans de prison pour avoir osé critiquer le régime, a subi dernièrement de graves brimades des forces de l'ordre. Elle s'est même vue interdire de rendre visite à son mari. Ce dernier, en grève de la faim, a également vu son régime de détention se durcir. Autre témoin gênant pour Tunis, Adel Mbarki, un avocat qui avait osé exhiber devant nos caméras les traces de coups portés par des policiers. Or aujourd'hui, c'est lui que les autorités tunisiennes accusent de violence à l'encontre de fonctionnaires et il risque même la prison. Nous avons bien entendu contacté les autorités tunisiennes à Berne et elles rejettent en bloc toutes ces allégations. Voilà, temps présent est terminé. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Eric Burnand. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Bonsoir. Chaque année, dans le plus grand pénitencier des États-Unis, des prisonniers affrontent des taureaux déchaînés. Pour le plaisir de milliers de spectateurs, ces gladiateurs des temps modernes risquent leur peau pour gagner un peu d'argent. Le rodéo des condamnés est à l'image du système judiciaire, injuste et impitoyable. Tout de suite, les experts Miami, inédits. Et la correspondance est plus que parfaite.